Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Je suis en train de lire Voyage au centre de la Terre par Jules Verne depuis la source Projet Gutenberg. C'est une source libre qui nous permet, sans restriction du domaine public, de copier et reproduire le document. Chapitre 5. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lidenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil et la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante, je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelque résultat inespéré allait-il donc opinément se produire? Je tremblais et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Je savais bien que, s'il parvenait à arranger des lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que 20 lettres seulement pouvaient former 2 quintillons, 432 quatrions, 902 trions, 8 milliards, 176 millions, 640 000 combinaisons. Or, il y avait 132 lettres dans la phrase, et ces 132 lettres donnaient un nombre de phrases différentes composées de 133 chiffres au moins. Nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à toute appréciation. J'étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant, le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent. Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entr'ouvrit la porte. Il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil et je m'endormis sur un bout du canapé, tandis que mon oncle Lidenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillai le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés, sous sa main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez sa lutte terrible avec l'impossible, et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau, les heures dures s'écoulaient pour lui. Vraiment, il me fit pitié, malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient sur un seul point, et comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement, et je n'en fis rien. Cependant, j'avais bon cœur. Pourquoi restais-je muet en pareille circonstance, dans l'intérêt même de mon oncle? Non, non, répétai-je, non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller, je le connais. Rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir
Ce serait tuer le professeur Lidenbrock. Qu'il le devine, s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci bien résolu, je me croisai les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée ? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille après son excursion précipitée. Était-ce à dessein ? Était-ce par mégarde ? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim ? Cela m'eût paru un peu fort. Quoi ? Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde ? Sans doute, et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à l'époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger, et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper de la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage et pour cause. On me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours, son imagination se perdait dans le monde idéal des combinaisons, il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. 2 heures sonnèrent, cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis aller on le retiendrait, malgré lui, s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons, que j'eusse rejetées la veille avec indignation, me parurent excellentes. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. Quoi ? Quitter la maison et nous enfermer encore ? Jamais. Mon oncle ? dis-je. Il ne parut pas m'entendre. Mon oncle Lidenbrock, répétai-je en élevant la voix. Hein ? fit-il comme un homme subitement réveillé. Eh bien, cette clé ? Quelle clé ? La clé de la porte ? Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras et sans pouvoir parler m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête d'haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat. Sa main devint menaçante. Cette conversation muette dans ces circonstances eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivais à ne plus oser parler, tant que je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. « Oui, cette clé, le hasard. »« Que dis-tu » s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. « Tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit « Lisez ». « Mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. Rien, en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement.
Une révélation venait de se faire dans son esprit. Il était transfiguré. « Ah, ingénieux Saknussemm !» s'écria-t-il, « tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers ?» Et se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. Ce qui, de mauvais latin, pouvait être traduit ainsi. Descend dans la cratère du Jökull de Sneffels que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet. Voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. Ce que j'ai fait, Arne Saknussemm. Mon oncle, à cette lecture, bondit comme s'il eût inopinément touché une bouteille de Léide. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, il empilait ses livres, il jonglait, c'est à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin, ses nerfs se calmèrent, et comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. « Quelle heure est-il donc » demanda-t-il après quelques instants de silence. « 3 heures, répondis-je. Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim. À table. Puis ensuite... Ensuite, tu feras ma malle. Hein ? M'écriai-je. Et la tienne, répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. Pour plus de vidéos comme celle-ci, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube Bonjour Professeur.